tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Volange, guide holistique en développement personnel et motivation. Je vous accompagne à prendre la parole et à vous reconstruire suite à un traumatisme du passé. Je vous aide et vous guide à vous reconstruire grâce notamment à des conseils en développement personnel. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3 L et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag VolangeLife. Je serai ravie de voir vos publications. Libérons notre parole, partageons notre histoire et créons notre liberté. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va parler de reconstruction. Alors j'ai trouvé 8 étapes de la reconstruction suite à un traumatisme. On va voir donc quelles sont ces étapes-là justement. Comment savoir un petit peu où c'est qu'on en est aussi. Donc c'est un petit peu les questions qu'on va aborder dans ce tout nouveau podcast aujourd'hui. En effet, on va parler reconstruction. Vous savez, pour celles et ceux qui m'écouteraient pour la première fois sur ce podcast-là, et d'ailleurs c'est dans mon titre de podcast, de l'agression à la reconstruction. Comme vous le savez, j'ai été victime d'une agression sexuelle. Ça, c'est très important, de l'agression sexuelle. Je ne sais pas si j'en ferai pas un autre podcast sur le fait de minimiser les faits. On ne parle plus d'abus. Pendant très longtemps, j'ai parlé d'abus, mais je m'égare sur... C'est pas du tout le sujet de ce podcast-là. Je voulais vraiment vous parler de reconstruction parce que j'ai maintenant du recul. Mon histoire, voilà, mon agression, j'ai été agressée quand j'avais 8-10 ans et ma reconstruction a duré plus de 10 ans. Donc, j'ai un petit peu de recul sur cette expérience-là et en réfléchissant, je me suis aperçue qu'il y avait 8 étapes fondamentales dans la reconstruction. Alors, ces 8 étapes qui sont vraiment basées sur ma propre expérience personnelle. Donc, si jamais, par exemple, toi aussi, vous aussi, vous avez vécu un traumatisme dans le passé, peut-être que les étapes sont différentes, peut-être qu'il y a d'autres choses, il y a moins de choses, etc. Donc voilà, c'est vraiment basé sur ma propre expérience, mais je voulais vraiment vous en faire part parce que c'est une étape et un cheminement qui est quand même important, la reconstruction d'un traumatisme, et que je voulais en faire un podcast un peu général pour, voilà, grosso modo, je pense qu'il y a d'autres choses, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur la reconstruction. En tout cas, voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec la première étape que j'ai appelée le déni et le refoulement. Alors, c'est cette phase, la toute première, où on veut absolument pas voir les choses. On fait semblant, on veut à tout prix effacer son passé, on ne veut pas en entendre parler, on ne veut pas en parler, voire même on contourne le sujet, on est mal à l'aise quand on écoute ou quand on voit à la télé des propos par exemple qui feront référence à notre passé, etc. Sauf que le fait de... Alors soit ça peut être volontaire et involontaire, mais ça j'en avais déjà fait un podcast à ce sujet-là, le refoulement volontaire ou involontaire. Parce que moi, donc c'était les deux. J'ai vécu les deux, mais j'en avais fait un podcast à ce sujet-là sur le refoulement. Pendant près de 10 ans, la mémoire de l'enfant a switché totalement ce qui m'était arrivé. Puis après, je me suis souvenue, mais j'ai volontairement... je ne voulais pas du tout en parler et je voulais pas voir les choses en face. Sauf que en faisant ça, c'est pas du tout accepter ce qui nous est arrivé, c'est renier son passé et c'est le faire revenir encore plus au galop. C'est-à-dire que plus on va penser la plaie par un petit mouchoir qui ne colle pas, plus la plaie va se refaire. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Si on veut étouffer une histoire du passé parce qu'on ne veut pas la voir et qu'on ne veut pas la voir telle qu'elle est en face, c'est inconsciemment vivre avec, le subir, et ça va refaire surface quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas la meilleure solution. Donc pour moi, la première étape, en gros, c'est ce sentiment de déni, le fait de vouloir refouler à tout prix ce qui nous est arrivé. Et du coup, la deuxième étape, c'est justement d'y faire face. C'est le moment où on prend conscience de ce qui nous est arrivé, parce qu'à un moment donné, soit le corps, et moi c'est ce qui m'est arrivé, le corps il peut plus supporter le fait de devoir garder le silence. Donc à un moment donné, il faut y faire face. On n'a plus le choix. Donc moi, c'est vrai que j'ai pas voulu y faire face, j'ai voulu me taire, je suis restée dans le silence pendant près de 3 ans volontairement. Sauf qu'à un moment donné, mon corps, il m'a dit « stop ». Je suis tombée en dépression. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, le corps vous le fera savoir, peut-être que ça a été votre cas, mais en tout cas, à un moment donné, il faut y faire face, oui, c'est vraiment ça.
On peut aussi, dans cette phase-là, être, et ça fera écho avec ma troisième étape, c'est vraiment, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? On est vraiment dans cette phase d'incompréhension. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Les souvenirs les images qui me viennent en tête, est-ce que c'est vrai, etc. Et c'est de ma faute. Enfin voilà, quand on y fait face, c'est une période de trouble, de flou, d'incompréhension. On ne sait pas trop comment gérer l'information qui nous vient en pleine face. Est-ce que finalement je dois en parler? Est-ce que je dois pas le faire? Mais là, du coup, ma santé est en danger. Donc c'est le flou total. La troisième étape, c'est celle que j'ai appelée être dans l'effet, entre guillemets, drama queen. Donc ça, c'est une expression que je pense que vous avez déjà dû entendre. C'est le fait qu'on va se plaindre tout le temps et surtout se dire pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est de ma faute? Pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Et on estime, dans cette phase-là de drama queen, quand on se plaint tout le temps, qu'il n'y a rien qui pourra nous relever, que de toute façon c'est notre faute, on est voué à l'échec, qu'on a mérité ça. Voilà, c'est cette phase-là où on se plaint tout le temps, c'est nul, et pourquoi moi, et la vie elle est nulle, et mon passé, voilà, il est tel qu'il est, et je le subis, et je le vis tout le temps, et je le ressasse tout le temps, ouais mais moi je peux pas faire ça parce que j'ai ça derrière moi, il m'est arrivé ça. Donc c'est vraiment cette phase où on va se plaindre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et on en veut à tout, à la vie, à tout, enfin voilà. Donc les deux premières, la deuxième étape et la troisième étape, je dirais, sont un peu corrélées si vous voulez, dans le sens où on se pose beaucoup de questions, c'est un peu flou et en même temps on se plaint tout le temps, parce que c'est pourquoi nous, et pourquoi moi, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. La quatrième étape, donc il y a un gros travail qui se fait entre chaque étape. C'est très important, tout ne se fait pas du jour au lendemain, ça peut prendre des années, voire une vie entière. Donc j'en suis bien consciente, mais encore une fois, je généralise vraiment mes propos. La quatrième étape est celle que j'ai appelée le fait de prendre conscience qu'on est victime et de poser des mots. C'est une étape qui est hyper importante et qui est fondamentale pour moi. Vraiment, cette étape-là, il faut y passer à un moment donné. C'est le moment où on va enfin poser des mots sur ce qui nous est arrivé. On n'est plus du tout dans le déni, on n'est plus du tout dans le refoulement, pardon. On prend vraiment conscience de ce qui nous est arrivé, on décide de voir vraiment les choses en face telles qu'elles sont. De voir l'impact que ça a eu sur nous, que ça a eu autour de nous aussi, peut-être. Mais c'est vraiment on veut poser les choses, poser les mots. Et là aussi où c'est très important, et j'en parlais un petit peu au début de ce podcast-là, c'est le fait de ne plus minimiser les faits. C'est terminé les dialogues de mais c'est pas si grave ce que j'ai vécu, ou ça n'a pas beaucoup d'importance, ou non mais ça n'a pas eu beaucoup d'impact, de répercussions, je me sens très bien. Ça c'est vraiment des choses que je vous parle vraiment à cœur ouvert parce que je les ai moi vécues pendant très très longtemps. J'ai dit aux personnes qui m'entouraient, et je me souviens même pour une petite anecdote, j'allais voir une psy quand j'étais au lycée et je me souviens lui avoir dit voilà, il y a un membre de ma famille qui a abusé de moi, parce que je parlais de cela encore et je reviendrai juste après. Il a abusé de moi, mais clairement, non, mais vous inquiétez pas, ça n'a pas eu d'impact sur ma vie, je me sens très bien, enfin voilà, c'est juste un détail, vous inquiétez pas. Et après ça, je me suis mise en colère contre la psy qui voulait absolument parler de ça et je ne suis plus jamais retournée la voir. Après, j'ai prétexté que j'avais mon bac de français à gérer, etc. Donc je m'en souviens vraiment très bien comme si c'était hier. C'est pour vous dire à quel point ça marque. En tout cas, il y a cette phase-là où à un moment donné, il faut se dire stop, non, c'est grave ce que j'ai vécu. C'est grave, vraiment. Et il n'y a pas d'échelle, je dirais, entre la gravité des faits entre vous et moi. Les traumatismes que tu as pu subir, que vous avez pu subir, et les miens sont tous à un même niveau. Parce qu'il y a cet effet-là aussi quand les gens, par exemple, vont parler autour de vous, ou que vous allez dire, par exemple, vous allez dialoguer avec quelqu'un, et généralement on va dire, non mais moi c'est moins grave ce que j'ai vécu par rapport à toi. Stop aussi. Ça c'est minimiser les faits. On arrête de minimiser les faits.
c'est grave, ça a eu une importance parce que aujourd'hui la preuve en est, c'est que je vous en parle aujourd'hui et que tout le combat que je mène derrière tout ça, c'est que c'est un impact qui est fort parce que moi ça m'a marqué et parce que c'est violent ce que j'ai vécu. Donc voilà, même si c'était que des attouchements ou que, et je me souviens pas de tout encore parce que bah, ma mémoire me fait encore défaut. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je travaille encore, mais bon, j'ai appris à lâcher prise, mais je m'égare encore, je suis désolée. En tout cas, stop de minimiser les faits. On arrête le langage de sourd, de ça n'a pas d'importance, ça n'a pas eu d'impact, c'est faux. Et aussi, l'autre point sur le fait de minimiser les faits, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, il y a que quelques mois, quand j'ai fait une formation sur les violences et justement les répercussions que ça pouvait en avoir. C'était une formation qui était super intéressante, j'ai appris beaucoup de choses. Et notamment, je me suis exprimée sur l'idée de l'abus sexuel. Moi je disais, bah, j'ai vécu un abus sexuel pour moi. Et l'intervenante m'a dit, stop, non, là c'est minimiser les faits. Ce que tu as vécu, c'est une agression sexuelle. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ah ouais, en fait, non, parce que, encore une fois, l'abus sexuel, c'est minimiser les faits. Le viol, c'est une agression sexuelle, on est bien d'accord. Donc, peu importe les faits que vous avez connus, ou que, voilà, que ce soit dans ce registre-là ou toute autre chose, on arrête de minimiser les faits et on pose les mots tels qu'ils sont. Peut-être que c'est dur à entendre, je sais, c'est très dur à entendre de dire, il y a une échelle entre un abus et une agression. Je suis tout à fait consciente de ça, mais la réalité, elle est là. Si tu as vécu quelque chose de ce type-là, c'est une agression sexuelle. C'est pas juste un abus ou des attouchements, etc. C'est très grave. Donc voilà, je voulais juste... cette quatrième étape, pour moi, elle est fondamentale, elle est importante. Parce que c'est là qu'on prend conscience de la gravité des faits, des choses et d'autres. Que voilà, pendant des années, moi j'ai minimisé les faits. Et ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir votre retour de victime. N'hésitez pas à me contacter en message privé sur mon compte Instagram qui est Volange, mais vous avez le lien dans la description, il n'y a pas de souci. Je pense que cette étape-là, mais tout le monde y passe. On se dit toujours, et même encore aujourd'hui, il y a peut-être des gens moi, qui me disent oh, non, mais moi j'ai vécu des choses qui sont beaucoup moins graves que toi. Et moi je leur dis non, ton histoire, elle est autant importante que la mienne. Il n'y a pas d'échelle, de degré, de dimension, de choses et d'autres entre les passés. Ils sont tous importants, ils sont tous au même niveau. Voilà. Je clôt cette quatrième étape, on en vient à la cinquième étape qui est l'étape de la colère. L'étape où on en veut à tout le monde. Ça, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, il y a encore un an, quand j'étais en psychanalyse, clairement j'en voulais à tout le monde. J'en voulais à toute ma famille, enfin du moins une partie de ma famille qui était au courant, qui est encore au courant des faits d'ailleurs de ce qui s'est passé, qui ne m'en ont jamais parlé. Je leur en voulais. J'étais en colère contre eux. C'était de leur faute. C'était... Voilà, je voulais en fait... Une fois qu'on comprend qu'on n'est pas nous-mêmes responsables, qu'on a réussi à poser des mots, qu'on a compris qu'on était victime, qu'on n'est pas fautif, qu'on n'est pas responsable, qu'on n'est pas coupable, forcément, on cherche un coupable. Et ma psychanalyste m'a dit, voilà, comme je fais du droit, il y a le coupable, il y a les complices tout autour. Donc forcément, quand on prend conscience de cette dimension-là, on se dit, moi je suis en colère contre eux, parce que c'est à cause d'eux ce qui m'est arrivé. Alors oui, certes, c'est vrai, mais ce qu'il y a là-dedans, ce qui est caché derrière tout ça, c'est qu'en fait, on est en colère contre nous-mêmes. On est en colère contre nous-mêmes parce qu'on se dit, mince, j'aurais pu agir autrement, j'aurais pu faire autrement, et je m'en veux. Et enfin voilà, ça cache, ça regorge de plein de choses, et ça cache plein de choses, mais en fait, on est en colère, certes contre les autres, mais aussi un peu contre nous-mêmes, parce qu'on se dit, voilà, j'aurais pu dire, j'aurais pu faire comme ci, comme ça, etc. Sauf que déjà, d'une part, tu as fait et j'ai fait avec les moyens que j'avais au moment où ça s'est passé, et avec les outils que j'avais, que je disposais à ce moment-là. Je rappelle, je n'avais que 8 ans, donc voilà. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, on n'a pas la même vision et la même état d'esprit aujourd'hui, moi, à 23 ans, qu'avec mon esprit de petit enfant de 8 ans. Sauf que si on ne prend pas le recul de ça, si on n'analyse pas ça, on reste forcément dans l'idée que j'aurais pu mieux faire à 8 ans. Mais non, c'est pas vrai, parce que j'ai fait avec les moyens que je disposais à l'époque, quand j'étais enfant. Et ça, c'est très important d'en prendre vraiment conscience, quoi. L'esprit d'un enfant de 8 ans n'est pas le même que j'ai aujourd'hui à 23 ans.
Donc ça, c'est très important. Donc forcément, la colère, on l'a envers les autres, mais surtout aussi envers nous-mêmes. Et ce qu'il y a derrière la colère aussi et surtout, c'est ce qu'il y a de caché, c'est de la tristesse. Ça, c'est sûr et certain. On est triste en fait au fond de soi. On est triste parce que on grandit différemment, il nous est arrivé des choses et on est profondément triste que voilà, encore une fois, ça nous est pourquoi nous et pourquoi pas pourquoi ça tombe sur nous en fait. Donc finalement derrière, il y a une grosse tristesse. Et par rapport à ça, moi le conseil que je pourrais vous donner, c'est justement de ne surtout pas, et ça je pense que vous m'entendez à chaque fois le dire, surtout ne retenez pas les émotions. La colère, elle est là, hop, on l'extériorise. Peu importe, on l'extériorise. La tristesse, elle est là, on l'extériorise aussi. Il y a une grosse étape, je pense que ça pourrait être en lien du coup, une grosse étape de gestion des émotions. Voilà, c'est très très important, il faut surtout ne pas refouler ses émotions. Surtout, il faut les extérioriser, ne pas les retenir, ne pas les contenir. Ça, c'est quelque chose que je vous dis à chaque fois, mais c'est hyper important en fait. Parce qu'après, plus vous allez les retenir et plus elles vont se tasser et ça va être difficile après de les gérer. Donc forcément, il faut les extérioriser. Ensuite vient la 6e étape, qui une fois qu'on a calmé notre colère, qu'on a un peu extériorisé tout ça, on va pouvoir maintenant pardonner. C'est le moment du pardon. Alors pour moi, c'est une étape qui a été très difficile et qui l'est encore aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. J'avais fait d'ailleurs un podcast à ce sujet-là et je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que je ne vais pas tout redétailler encore une fois ici, mais vraiment je t'invite vraiment à aller l'écouter. Pour moi, le pardon, il y a 2 dimensions. La première étape, c'est le pardon envers soi-même. C'est de se pardonner, de s'être rendu responsable, coupable, fautif, fautive, d'avoir eu honte, etc. Donc c'est d'avoir eu des pensées malveillantes à notre égard, peut-être d'avoir maltraité notre corps aussi, d'avoir eu des pensées, des actions voilà, qu'on regrette aujourd'hui, c'est vraiment de se pardonner. Ça, c'est un gros travail que moi j'ai réussi à faire aujourd'hui et j'en suis vraiment très fière et très contente. C'est vraiment de se pardonner, d'avoir eu toutes ces pensées du style on est responsable, on se sent coupable, etc. Il y a aussi une autre dimension qui est de pardonner aux personnes autour de nous. Par exemple, moi j'ai pardonné à ma famille, à mes parents qui ont fait avec les moyens qu'ils avaient. Parce que c'est vrai qu'on peut leur en vouloir de ne pas avoir protégé leur petite fille, mais ils ont fait aussi ce qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient à ce moment-là. Et eux aussi ont leur part à gérer et ont leur propre responsabilité, leur propre gestion des émotions. Et ça, c'est autre chose, c'est un autre travail de reconstituer les places de chacun, etc. Donc voilà, c'est autre chose, c'est peut-être un autre thème que je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Mais vraiment, c'est aussi de pardonner aux personnes qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. Il y a une troisième chose qui pour moi est encore très compliquée aujourd'hui et sur laquelle je devrais travailler, c'est de pardonner à justement ceux qui m'ont fait du mal, donc à mon agresseur et à tous les complices. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal à ça et je vous le dis vraiment en toute vulnérabilité parce que je n'arrive pas encore à comprendre pourquoi je devrais pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal. Voilà. Je sais que je vous le dis vraiment en toute vulnérabilité parce que beaucoup diront mais non, faut leur pardonner, voilà, regarde ce que tu arrives à en faire de ton passé, etc. Certes, mais j'arrive à pardonner, mais je n'oublie pas. Et ça, c'est très important, et surtout quand je vous dis de pardonner, et on arrive à la 7e étape qui est l'acceptation, c'est peut-être accepter, pardonner, mais ne pas oublier quand même ce qui s'est passé. Et ma transition est toute faite du coup sur la 7e étape qui est l'acceptation et le lâcher prise du passé, puisque quand on a réussi à pardonner à soi déjà, c'est très important, et bien on va pouvoir accepter les faits. Alors accepter, quand je dis les faits, c'est accepter le passé tel qu'il est, d'accord? Qu'on ne peut pas le changer, on l'accepte, on le prend tel qu'il est. Par contre, c'est pas accepter les faits en eux-mêmes. On est bien d'accord, je ne tolère en aucun cas les abus, les violences, les agressions, les viols, etc. Ça c'est niet, c'est non. Et je vous le dis, c'est en majuscule non, N-O-N, clairement, c'est pas possible. Mais c'est accepter que on prend notre passé tel qu'il est et on va vouloir arrêter simplement de le contrôler, de lâcher prise, d'arrêter de le subir, de vivre tout le temps et de le ressasser tout le temps. C'est juste de prendre les faits, le passé tel qu'il est. Voilà, il est là. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et voilà, ma transition est toute faite vers ma dernière ultime étape, ma 8e étape, qui est
la contribution au monde, comprendre et tirer les leçons justement de son passé. Qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui? Quelles leçons je peux en tirer? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Quelle expérience? Et du coup, je vais vous donner moi ce que j'en ai tiré de mon passé, avec beaucoup d'émotion, je m'en rends compte. De mon histoire, de mon passé, j'en retiens que je ne suis pas morte d'en avoir parlé. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous sembler un peu bizarre, un peu dérisoire, mais j'avais très peur de parler parce que j'avais peur de mourir. J'avais peur qu'il m'arrive quelque chose, que des représailles, des choses comme ça. J'ai pris conscience que je n'étais pas morte de cela. Je suis aussi, la leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est que je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de parler. Je suis capable d'apporter quelque chose au monde, aux autres. Je suis capable d'aider les autres. De mon histoire, je me rends compte que j'ai pu libérer la parole de beaucoup d'autres. Peut-être que c'est ton cas, toi qui m'écoutes, et j'en suis très fière de ça. De mon histoire, j'ai pu libérer ma créativité, mon libre esprit, voilà, ma parole, tout simplement. Ça, c'est le plus gros du travail, c'est voilà, ce qui m'a apporté. Je peux vivre, je peux sourire, je peux rire, je peux éclater de joie, je peux chanter, je peux danser, chose que voilà, je me restreignais de faire avant, puisque je restais dans le silence. Donc voilà ce que mon passé m'a apporté. Et surtout, de ce passé-là, voilà ma contribution, c'est de faire ce podcast-là, de pouvoir parler au monde, aux autres, de partager tout ce que je fais sur Instagram. Je vous le dis vraiment avec beaucoup d'émotion, clairement. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur les étapes de reconstruction que moi j'ai vécues. Encore une fois, c'est vraiment basé sur ma propre expérience personnelle. Je terminerai ce podcast-là par une phrase mantra qui moi m'a beaucoup aidée dans toute mon étape de ma reconstruction, qui je pense n'est pas terminée, je vous le dis en toute honnêteté, puisque je pense qu'une reconstruction, ça ne s'arrête pas à un moment donné, on se reconstruit toute une vie, je pense. Après, voilà, c'est mon point de vue. Donc je terminerai par cette phrase mantra qui moi m'a beaucoup aidée et que j'aimerais te faire parvenir aujourd'hui, c'est que votre passé ne vous définit pas. Par contre, c'est ce que vous décidez d'en faire qui vous définit. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. J'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. Je vous ai partagé ça en toute vulnérabilité, encore une fois, en toute authenticité. Et voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans l'espace des commentaires ou moi en message privé sur Instagram. Encore une fois, vous aurez le lien et tu auras le lien dans la description de ce podcast-là. Je te dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je te fais des gros bisous. Ciao!